D'un boulet antique à une collection de voitures de luxe. Voici quelques-uns des objets les plus intéressants que Rick Harrison a collectionnés au fil des ans dans Pawn Stars. Lorsque vous travaillez dans un monde de piété, vous devez tenir compte de deux éléments. Premièrement, vous devez être en mesure de déterminer la valeur de l'objet que l'on vous vend et de savoir s'il vaut la peine d'être payé. Deuxièmement, vous devez déterminer si l'objet que vous prenez en votre possession aura un marché ou s'il s'agira d'un stock mort. Rick Harrison, de Pawn Stars, a pris ces points en considération et a dressé une liste d'objets de collection qui fait rêver tous les acheteurs. C'est une pièce cool. Et ça, c'est du bling-bling classique de la fin des années 70. Vous savez, ils acceptent n'importe quelle pièce d'or américaine en y collant autant de diamants que vous pouvez en mettre autour d'elle. Sans plus attendre, voyons quelques-uns des plus beaux achats de Rick dans Pawn Stars. Imaginez que vous soyez dans le magasin un jour et que quelqu'un entre avec un boulet et une chaîne. Je sais que vous vous demandez pourquoi cet objet est si rare. Autrefois, les boulets étaient utilisés par la police pour retenir les prisonniers afin qu'ils puissent être libérés pour des activités telles que l'agriculture ou le nettoyage des rails de chemin de fer. Ces objets sont si rares et si précieux. Rick sait donc exactement ce qu'il y a sur la table dès qu'il le voit. Avant de pouvoir parler affaires, il fait appel à un expert pour l'aider à déterminer l'authenticité du boulet. De nos jours, il est difficile de trouver un boulet original, car 90% d'entre eux sont des faux. Ce boulet provient en fait de la prison humaine, la plus ancienne de l'État de l'Arizona. Oui, ouverte dans les années 1870. À l'origine, c'était une prison territoriale. L'Arizona n'était même pas un État lorsqu'elle a ouvert ses portes. Le boulet original est unique en ce sens qu'il est fait à la main. Les maillons étant fabriqués individuellement puis martelés ensemble lorsqu'ils sont encore chauds. Le boulet est un objet qui a causé beaucoup de malheur à ceux qui l'ont porté. Un tel objet peut rapporter jusqu'à 750 $ à Rick, qui est donc très enthousiaste. La personne qui la vend dit qu'elle s'est mariée récemment et qu'elle souhaite se séparer de la chaîne maintenant qu'elle a une femme. Coffre-fort du XIX siècle, Wells Fargo. Elles étaient nécessaires parce qu'on manipulait des devises, de l'or, de l'argent, et qu'on ne pouvait pas les expédier sans les mettre dans un coffre-fort. Il est également collectionneur d'artefacts de la police depuis plus de 25 ans. Après que l'expert de Rick a confirmé que ce dernier pourrait obtenir entre 650 et 750 $ pour le boulet, Rick décide de l'acheter au vendeur pour 400 $. Une affaire qui, Rick le sait, fera de lui un homme heureux. Si vous avez grandi dans les années 60, vous savez à quel point Joe ont été préjudiciables à l'enfance. Alors quand Rick tombe sur un Joe DeMille, 967, il sait immédiatement qu'il s'agit de la figurine de ses rêves. Pour souligner à quel point cette figurine est folle, Rick ne savait même pas qu'elle existait. Les recherches montrent que les poupées Joe présentée devant lui est la seule à avoir jamais été fabriquée. Joe était très populaire dans les années 60 et 70. Presque tous les garçons en avaient au moins une, mais je doute que beaucoup d'entre eux aient eu la figurine Joe. Cette figurine pourrait donc avoir une grande valeur. La plupart des gens connaissent d'autres figurines, mais cette infirmière est très rare. La vendeuse dit l'avoir achetée dans une vente immobilière. Un expert est appelé pour déterminer l'authenticité de la poupée et il confirme qu'il s'agit d'une Joe des années 60. Il explique également que les poupées d'action infirmière étaient conçues pour porter soit une trousse de soins blanche, soit une trousse verte. La trousse blanche est plus rare et donc plus chère. À ce stade, Rick est impatient d'acquérir l'objet, mais il veille à ce que la vendeuse n'augmente pas le prix qu'elle souhaite. Le sac valant à lui seul au moins 250 $. Rick est persuadé que la poupée peut être vendue entre 1500 et 2000 $. Fort de ces informations, Rick négocie un accord pour 800 $, ce qui en fait l'un des objets de collection les plus rares et les plus recherchés sur le marché aujourd'hui. Cette poupée a été vendue avec un sac médical vert et un sac médical blanc. La poche médicale blanche est la plus rare des deux, ce qui donne plus de valeur à celle-ci.
Winston Churchill était un homme que la plupart des gens admiraient et adoraient. À ce jour, tout ce qui est soupçonné d'avoir appartenu à Churchill rapporte une somme d'argent considérable. C'est pourquoi beaucoup de ses souvenirs ont été falsifiés. Ainsi, lorsqu'un vendeur prétend avoir une lettre originale de Churchill, il est normal que Rick soit quelque peu prudent. Il fait appel à un expert pour examiner le papier et la signature afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un document authentique. Malheureusement, ils sont refusés. Le filigrane du papier est un papier britannique de haute qualité. Il semble qu'il s'agisse d'un papier à lettres personnelles de Winston Churchill. L'expert confirme que l'espacement des lettres confirme qu'une machine à écrire a été utilisée pour rédiger la lettre. Un examen plus approfondi permet de confirmer qu'il s'agit d'une lettre originale écrite par Winston Churchill en 1950, et que même la signature a été faite avec le stylo de Winston, et non avec une machine à écrire automatique moderne. Le vendeur s'en réjouit et apprend que sa lettre peut lui rapporter entre 1800 et 2000 $, mais il accepte de la vendre pour 800 $, ce qui réjouit Rick. Le sport a été un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. De nombreuses grandes légendes et de nombreux passionnés de sport assistent à des matchs juste pour voir les sensations fortes qui se produisent sur le terrain. L'engouement pour le sport est tel que les souvenirs liés aux joueurs sont connus pour coûter une fortune. Aussi, lorsque Rick se rend à une vente aux enchères et qu'il découvre un homme vendant non pas un, mais 2 sièges du Texas Stadium dédicacés par Emmitt Smith, Michael Irvin et Troy Aikman. Il sait qu'il a touché le jackpot. Il y a le stand de l'hologramme personnel de Joe Montana, mais l'agent d'Emmitt n'avait plus d'hologramme, et c'était avant l'époque de Prova. Il n'existe donc pas de certificat d'authenticité pour Emmitt Smith, si ce n'est celui de Joe Montana. Emmitt Smith est considéré comme le meilleur running back de tous les temps. Le fait d'avoir sa signature augmente donc considérablement la valeur du siège. Conscient du potentiel de ce siège, Rick débourse près de 2 $ et obtient le siège, alors que le propriétaire espérait 3 $ pour les 2 sièges. Plus tard, Rick fait appel au seul et unique Emmitt Smith pour s'assurer de sa signature sur le siège. Donc, le dossier du siège. Je veux dire, il y a l'autocollant Prova sur le devant. Oui, c'est vrai. Je sais que c'est légitime. Je sais que c'est votre signature. Et je suis sûr à 99% que c'est votre signature ici. Mais il n'y a pas de papier avec l'autocollant de votre signature ou quoi que ce soit d'autre. Heureusement, la signature est authentique et Rick est satisfait de son achat. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air ci-dessous. Un autre jour, quelqu'un entre dans le magasin avec une arme de poing Pepperbox de calibre 40 datant des années 1800. Il s'agit d'un ami de Rick qui lui explique qu'il a acheté la Pepperbox lors d'une vente de succession, mais il refuse de lui dire combien il l'a payé. Maintenant, il veut au moins 1800 $ pour la Pepperbox. Avant toute chose, Rick doit vérifier si la Pepperbox fonctionne bien. Ils conviennent de se retrouver plus tard pour tester les performances du fusil au stand de tir. J'ai cassé quelques capsules à percussion et tout a bien fonctionné. Je suis donc prêt à tirer. Rick a suggéré de tirer sur une cible qu'ils avaient installée. Bien qu'il soit d'usage de considérer que ces fusils ont plus de valeur lorsqu'ils ne sont pas tirés, Rick a décidé de tirer avec l'arme de poing rotative anglaise Pepperbox, vieille de 200 ans, en utilisant des lunettes en pin et en prenant pour cible un vieux bûcheron anglais. Après un examen approfondi de l'arme à feu, Rick a constaté que tous les mécanismes fonctionnaient correctement. Après avoir tiré en toute confiance, il a déterminé que la valeur de l'arme était d'environ 3000 $. Compte tenu de cette évaluation, Rick a jugé que la demande du vendeur, soit 800 $, était une offre raisonnable. Les deux parties sont d'accord et un accord est conclu. Rick demande à son ami combien il a payé pour la Pepperbox, et l'ami répond avec assurance qu'il a payé 500 $. Rick accepte de payer les 1800 $, mais son ami doit payer le déjeuner après avoir réalisé un tel profit. La révolution du café, si l'on peut dire, a donné naissance à d'étranges moulins à café. Certains d'entre eux sont devenus si chers qu'ils sont considérés comme un rêve de collectionneur.
Rick tombe sur un moulin à café en carbone de l'époque de la guerre de Sécession avec un moulin à café intégré. Oui, vous avez bien entendu, un fusil de la guerre de Sécession avec un moulin à café à son extrémité. Ce fusil n'est pas seulement unique en raison de sa période de création, mais aussi pour le moulin à café qui se trouve sur sa crosse. Voici le numéro de série qui est 62 835. Voici donc une autre histoire. Dans les années 1920, le commandant de l'arsenal de Springfield demande à l'un de ses employés de recréer une carabine de la guerre de Sécession équipée d'un moulin. L'idée du moulin à café était de permettre à l'utilisateur de moudre efficacement d'autres céréales telles que le maïs et le blé. Rick a entendu parler de ces armes, mais il sait qu'il n'en existe qu'une seule et qu'elle se trouve dans un musée. Le fait que quelqu'un présente cette arme à vendre l'enthousiasme à l'idée de réécrire l'histoire, mais il doit s'assurer qu'il a affaire à quelque chose de légitime. Rick fait appel à un expert qui détermine que l'arme est légitime et qu'elle pourrait valoir plus de 70 $. Le vendeur en demandait 10 $. Il s'agit d'une arme originale fabriquée à partir de pièces authentiques dans les années 20. Mais cela signifie également qu'elle a disparu du radar depuis 1920. Après mûre réflexion, Rick décide d'acheter l'arme pour la somme astronomique de 35 $. Il pense qu'il obtiendra une somme d'argent substantielle pour une pièce historique aussi incroyable. Un autre moulin à café antique du 19e siècle atterrit sur les genoux de Rick. Le vendeur l'avait obtenu de son oncle qui travaille au service d'assainissement, où il ramasse beaucoup de choses. Et il est donc sûr que ce qu'il a est authentique. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Chicago était un leader dans la production d'objets en acier ou en fonte, et ce jusque dans les années 70. De tels objets peuvent rapporter beaucoup d'argent au marché, et c'est ce qui est arrivé à Rick. Regardez la suite pour le découvrir. Le vendeur demande 500 $ pour le moulin à café, mais Rick refuse de payer cette somme. Il explique qu'il devra dépenser entre 300 et 400 $ pour dépoussiérer et réduire en poudre le moulin à café. Le vendeur accepte l'offre et reçoit ses 200 $. Rick apporte le moulin à café à la personne en qui il a confiance pour rendre le moulin à café attrayant. Il s'agit d'un moulin à café ancien. Mon oncle travaille au service d'assainissement. Il ramasse beaucoup de choses. Et il y a environ 5 ans, il m'a donné ceci. La restauration du moulin à café s'avère être une tâche fastidieuse, car il faut démonter le moulin pour nettoyer et peindre les pièces. Finalement, Rick obtient son moulin à café et paye 350 $ pour le nettoyage. Il sait que le moulin lui rapportera environ 200-500 $. C'est donc un bon investissement. Vous imaginez? 200 pour l'achat et 350 pour la restauration. Rick réalisera un bénéfice de plus de 1500 € pour cette pièce. La dernière pièce est probablement la plus intéressante de toutes. Voiture. Matchbox. De 1953 à 1969. Un homme entre, traînant un cart contenant des boîtes de rangement. Il révèle ensuite qu'il s'agit de boîtes d'allumettes datant de 1953 à 1969. Les boîtes d'allumettes sont apparues à la fin des années 40, et elles étaient très populaires parce qu'elles étaient très détaillées, avec beaucoup de pièces mobiles et des portes qui s'ouvraient. Il n'y a eu pratiquement aucune concurrence jusqu'en 68, date à laquelle Hot Wheels a sorti ses 6 premières boîtes d'allumettes. Ces boîtes sont le rêve de tout amateur de voitures, et la plupart d'entre elles sont en parfait état. Certains n'ont jamais été sortis de leur boîte. En voyant cette énorme collection, Rick est à la fois excité et nerveux. Le vendeur demande 20 000 $ pour se séparer de cette collection. Le vendeur explique qu'il a collectionné la quasi-totalité des boîtes d'allumettes produites et qu'il a commencé à les collectionner lorsqu'il était un petit garçon. Il continue de montrer ses 1000 pièces, dont près de 6 cents sont encore dans leur boîte. Matchbox a modifié ses voitures en 1970 pour tenter de concurrencer Hot Wheels, ce qui n'a fait qu'ajouter de la valeur aux voitures. Au cas où vous ne le sauriez pas, les boîtes d'allumettes sont des répliques de vraies voitures. Vous avez le carrosse du couronnement. Ils ont fabriqué 200 à 300 de ces pièces lors du couronnement de la reine Élisabeth. Il s'agit d'une pièce très rare.
J'en ai vu qui se vendaient entre 12 et 1500 $. Vous avez le BP Tinker avec les rouges grises. C'est une pièce de 1000 $. Les avoir. C'est donc comme avoir de minuscules véhicules sur son bureau. C'est assez impressionnant. Depuis que ces voitures ont cessé d'être fabriquées, l'obtention d'une pièce datant de cette époque est garantie à un prix élevé. Le vendeur connaît la valeur de ces objets et n'est donc pas disposé à négocier une somme inférieure à 20 000. Pour cette raison, Rick décide de faire appel à un expert avant de débourser une telle somme. L'expert examine les voitures et confirme qu'il s'agit d'objets de collection datant d'avant 1970. L'expert détermine que les voitures valent 75 000 $ sur le marché actuel. Faute de ces informations, l'affaire est conclue et Rick emporte les boîtes d'allumettes. Cette pièce rare remonte à un propriétaire légendaire qui a parcouru les 7 mers au 18e siècle. Le capitaine Cook s'est frayé un chemin dans les annales de l'histoire pour devenir l'un des plus grands capitaines de navires de tous les temps. Et on dirait qu'elle est attachée à un ruban. Un talon de billets olympiques rare qui porte la signature non pas d'un, mais de 2 grands noms de la boxe. Et je connais les signatures dès le départ. Il s'agit de Vander Holyfield et de Mike Tyson. En 1988, ils étaient tous deux la crème de la boxe poids lourd. C'est vraiment cool. Que comptez-vous en faire? J'ai eu beaucoup de temps. Je pense que je suis prêt à le vendre. Voici les trésors les plus uniques jamais découverts sur Hardcore Pawn. Tout d'abord, examinons la médaille du capitaine Cook que Jeff a trouvée dans les affaires de sa grand-mère. Rick a déclaré qu'il n'était pas tout à fait sûr, mais qu'il soupçonnait qu'il s'agissait d'une pièce ancienne et, ce qui est peut-être plus intéressant, d'une pièce chère. C'est peut-être parce qu'elle porte l'image du roi George III sur une face et celle du HMS Resolution sur l'autre. Cependant, avant qu'elle ne disparaisse, il a été noté qu'il s'agissait du navire préféré du capitaine James Cook, le célèbre officier de marine et explorateur britannique, dont les récits de ses 3 expéditions dans l'océan Pacifique, en Australie et en Nouvelle-Zélande ont été faits à bord du HMS Resolution. Il est certain que tout ce qui est fait en référence à lui rapportera un joli penny, bien plus que les 50 $ que Jeff pensait ramener à la maison. Afin de connaître la valeur réelle de la pièce, Rick décide de consulter un expert en pièces de monnaie. En voyant la pièce, l'expert en numismatique a lui aussi été frappé par l'excitation dès qu'il a posé les yeux sur la pièce. Non seulement elles avaient une cour légale, mais on disait aussi qu'elles représentaient la bonne volonté du roi George III de Grande-Bretagne à l'égard des chefs et dirigeants locaux. À la surprise générale, les experts en numismatique ont évalué la pièce à 8 500 $. Après s'en être rendu compte, Rick s'est empressé de faire le premier pas, considérant que Jeff aurait été heureux de repartir avec assez d'argent pour se payer un repas. Il a pensé qu'il était juste qu'il fasse une offre de 5 000 $. Le sourire aux lèvres. Jeff a ramené les 50 $ à la maison. Si vous pensez que l'offre était juste, dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Jetons un coup d'œil à la peinture de Jim Daly que le jeune Ron a apportée à Rick. C'était un tuyau? Wow! Si ce n'est pas une estampe, Ron a peut-être quelque chose de précieux ici. Après avoir entendu l'évaluation de Ron, Rick est allé chercher son ami Brett pour qu'il puisse confirmer qu'il s'agissait bien d'une gravure. Brett, qui est un expert en or, a regardé de plus près et a déterminé qu'il s'agissait d'un original. Genial. Encore plus génial pour Ron, Brett les a informés qu'il valait entre 10 000 et 15 000 $. Incroyablement, Rick propose à Ron 6 000 $. Allez, mon vieux. Malgré l'insistance de Ron, Rick et Ron parviennent à se mettre d'accord sur un montant de 6 500 $. Passons maintenant à la guitare électrique Gretsch. Depuis combien de temps l'avez-vous? Je l'ai depuis 4 ans. 4 ans? Il est mort il y a 4 ans. Celui qui l'a eu l'a apprécié, c'est certain. En proie à des difficultés, cette famille a cherché à alléger la pression en vendant certains de ses biens les plus précieux. Parmi ces objets, il y avait une paire de guitares électriques Gretsch qu'ils avaient reçues d'un parent. Bien qu'ils aient eu le cœur brisé de s'en séparer, ils étaient heureux d'accepter les 1 800 $ que Seth leur offrait. Étonnamment, Seth s'est vite rendu compte que la guitare avait beaucoup plus de valeur que ce qu'il avait acheté. Et plutôt que de garder les bénéfices pour lui,
Il a décidé de rappeler la famille afin de leur donner 1000 $ supplémentaires. Il faut espérer que cet argent supplémentaire les aidera à traverser cette période difficile. Intéressons-nous maintenant à un artefact unique. Jetez un coup d'œil à cet œuf massif. Il s'agit d'un œuf d'oiseau-éléphant. Je sais qu'il déterre ces choses et qu'il les assemble à partir de plusieurs coquilles d'œufs. Nous avons un véritable œuf d'oiseau-éléphant. Il s'agit d'un composite. Plutôt que de l'utiliser pour préparer le petit déjeuner de toute sa famille élargie et de ses voisins, Diana a jugé bon d'amener ce mauvais garçon à Rick pour voir ce qu'il pourrait valoir. Collectionneuse d'objets et d'artefacts rares, Diana était en possession de l'œuf depuis plus de 10 ans, et elle pensait qu'il était temps que d'autres puissent profiter de cet objet rare. Rick a reconnu qu'il s'agissait d'un œuf d'oiseau-éléphant, mais il s'en méfie car, depuis des années, de nombreuses personnes tentent de faire passer cet œuf pour un faux. Certains sont même allés jusqu'à utiliser de la porcelaine pour tromper les autres. Heureusement, Rick connaissait un expert qui pouvait non seulement confirmer l'authenticité de cet œuf, mais aussi lui donner la valeur réelle d'un objet aussi rare. Après avoir confirmé qu'un éléphanteau avait bien vécu dans cet œuf, le paléontologue a également pu déterminer qu'un œuf aussi rare valait environ 5 900 $, ce qui est bien plus appétissant qu'une omelette. Étant donné que Diana pensait que l'œuf ne valait que 2500 $, il a estimé qu'une offre de 2800 $ était suffisante pour que Diana se sépare de son œuf rare. Voyant que Ricky n'allait pas bouger, Diana a été contrainte d'accepter cette offre, et avec plaisir, car elle peut maintenant dépenser l'argent pour ajouter des objets encore plus impressionnants à sa collection. Si nous nous intéressons à quelque chose d'inhabituel, regardons cette météorite que cet homme essaie de vendre au prêteur sur gage pour près de 5000 $. Bien que le magasin ne s'occupe pas de roches, il a pu se rendre compte que si cette météorite était en quelque sorte plus vieille que la planète, il pourrait avoir entre les mains un objet de grande valeur. Après analyse, un expert a révélé que la pierre valait 4000 $ parce qu'elle était assez vieille. Le magasin a fait une offre d'environ 1800 $. Mais le propriétaire de la pierre en voulait un peu plus, et il a été satisfait d'avoir obtenu 2100 $ pour sa pierre bien-aimée. Pensez-vous qu'il s'agit d'une bonne affaire? Nous allons maintenant nous pencher sur un objet de famille que Davey a été contraint de vendre parce qu'il est à court d'argent. Estimant que cette kunzite rare valait environ 15 000 $, Davey espérait enfin obtenir l'argent dont il avait besoin pour résoudre ses problèmes financiers. Bien que Rick soit impressionné par la pierre précieuse, il avait besoin d'une confirmation pour savoir si cette pierre était vraiment authentique. Bien que Davey ait plaisanté sur le fait qu'il était blessé que Rick ne lui fasse pas confiance, il voulait lui aussi savoir ce que les experts diraient. Quelques minutes plus tard, l'expert en pierres précieuses de Rick a rapidement confirmé qu'il s'agissait bien d'une kunzite naturelle et qu'elle valait 9600 $. En entendant cela, Davey a insisté sur le fait qu'il en voulait toujours environ 15 000 $. Rick, quant à lui, n'était prêt à débourser qu'environ 5 000 $. Après quelques négociations, les deux hommes sont parvenus à un accord qui a permis à Davey de recevoir 6 500 $. Je ne sais pas si je serais allé ailleurs. Permettez ce bruit. Maintenant, jetez un coup d'œil à cet intéressant coup de pouce du destin. Lorsque Bill est allé assister aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, il n'aurait jamais imaginé qu'il allait rencontrer non pas un, mais deux grands noms de la boxe. À l'époque, Mike Tyson, âgé de 18 ans, tentait tout juste de se faire une place aux Jeux olympiques et était encore loin de la légende de la boxe qui figure aujourd'hui au panthéon de la boxe. Ce passionné de boxe n'avait aucune idée de qui serait Mike Tyson à la fin de son parcours. Mais il savait qu'il devait obtenir l'autographe du jeune homme sur le talon de son billet. Cet événement extraordinaire a eu lieu parce que l'équipe olympique de boxe américaine avait un achat dans la compétition. Comme ils avaient un jour de congé, les membres de l'équipe sont descendus dans la rue, tout excités à l'idée de faire une sorte de visite de Los Angeles. Tout le monde était enthousiaste, à l'exception de Mike Tyson, un adolescent maussade qui ne faisait partie de l'équipe que pour jouer les remplaçants potentiellement inutilisés. Et un nuage planait sur la tête du jeune homme. Heureusement, Bill a remarqué le manque d'entrain du jeune homme et,
Plus important encore, il a décidé de faire quelque chose pour y remédier. Ce jour-là, Bill a invité Mike à un déjeuner matinal. La gentillesse et l'empathie sont entrées en jeu, ce qui lui a permis d'obtenir un précieux autographe bien avant qu'Iron Mike ne devienne une légende de la boxe. Heureusement pour lui, Holyfield déjeunait non loin de là, et il a donc réussi à faire figurer le John Hancock de l'ancien poids lourd sur le talon du billet. On peut parler de chance. Dans ces conditions, combien vaut ce talon de billet autographié? Bill a indiqué qu'il pensait qu'il devait valoir au moins 500 $. C'est bien, non? Cependant, avant de signer quoi que ce soit, Bill a pensé qu'il serait préférable d'obtenir l'avis d'un expert sur la question. Q&A Steve. Après avoir analysé les signatures figurant sur le talon du billet, Steve confirme immédiatement que ces signatures sont authentiques. À la suite de cette confirmation d'authenticité, Steve a évalué le talon à environ 2000 $. Quel score? Après avoir pris connaissance de l'évaluation, Corey a fait à Bill une offre de 1000 $, mais le vieil homme n'a pas voulu en entendre parler. Pour être honnête, vous non plus. Et c'est pourquoi Bill a décidé d'attendre au moins un 500 $. Cette demande a été appuyée par Steve, qui a déclaré qu'il s'agissait de l'un des plus beaux articles olympiques de cette installation de la compétition qu'il ait jamais vu. Ne parvenant pas à négocier un accord satisfaisant pour les deux parties, les deux hommes ont respectueusement décidé de se séparer. D'autant plus que Bill était persuadé de pouvoir obtenir davantage pour son billet. Il l'a depuis près de 4 décennies maintenant. Qu'est-ce que quelques années de plus, n'est-ce pas? Compte tenu de cela, Corey n'était pas fâché de l'affaire. Il a même invité Bill à revenir si jamais il changeait d'avis. Les deux hommes se sont serrés la main avant de se séparer. La prochaine fois, les deux hommes pourront peut-être trouver un accord. Enfin, terminons notre liste par un bouton intéressant. Si Rick et Marty Lagina entendent parler de ces boutons, ils sauteront sur le prochain bateau pour Oak Island afin de jeter un coup d'œil à cette magnifique boîte à bijoux ayant appartenu au monarque français exécuté. Le propriétaire a expliqué qu'il les avait découverts dans le cadre de ses activités de comptable. L'homme a également expliqué qu'il était convaincu qu'ils avaient vraiment appartenu à Marie-Antoinette, car la boîte portait le nom de famille qu'elle avait reçu après son mariage avec le roi Louis XVI. Après analyse, Rick a reconnu qu'ils étaient effectivement rares et précieux, puisqu'il s'agissait de diamants sertis et qu'ils auraient pu être portés par des reines. Toutefois, il n'était pas convaincu que cette boîte ait réellement appartenu à la reine Marie-Antoinette. Le propriétaire en voulait environ 10 $, mais il a été déçu d'apprendre que le collier en or au bas de l'écusson avait été créé après la mort de la reine et qu'il ne pouvait donc pas appartenir à Marie-Antoinette. Après quelques marchandages, les deux hommes se sont mis d'accord sur un prix de 3500 $. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? De la rare médaille du